30 mars, 1er avril 2012, troisième week-end du Printemps des Arts et le début de l'événement Bruckner à Monaco. En moins de 10 jours, le public du Festival de Monaco aura le privilège d'écouter, peut-être de découvrir, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et trois des plus grandes phalanges européennes, le Tonal Orchestra Zurich, le London Symphony Orchestra et la Staatskapelle de Dresde, 5 symphonies du compositeur autrichien Anton Bruckner. Le personnage qui n'a pas beaucoup parlé de lui, qui était assez modeste, qui était organiste à Saint-Florian en Autriche, a fait qu'on n'a pas grand-chose à raconter sur sa vie d'intéressant. Il faut aller directement à la musique. Et sa musique, par contre, ne déçoit jamais. On a l'impression qu'on rentre dans un voyage sonore, symphonique, qui dure très longtemps, par contre. Généralement une bonne heure, voire un petit peu plus en fonction du talent des chefs d'orchestre. Et vous êtes transporté dans un océan symphonique absolument incroyable. Des thèmes qui font penser quelquefois à Wagner, bien sûr, qu'il adorait, mais qui sont aussi très architecturés comme Johannes Brahms, qui sont très sensibles comme Mahler. Je pense qu'il a d'immenses qualités qui ne sont pas encore assez reconnues et je pense que c'est une immense chance pour Monaco d'avoir enfin des symphonies interprétées ici en quelques jours. En 1884, on donne la 7e symphonie qui est depuis devenue son œuvre fétiche, la plus célèbre de ses symphonies. C'est vrai que la 7e symphonie a toutes les qualités, elle est ensuite devenue une sorte d'emblème de son style. Elle est à la fois lyrique, elle est à la fois ample, symphonique, dans un sens d'une largesse, d'une générosité. C'est vrai qu'elle a toutes ces symphonies-là, mais c'est intéressant de découvrir la 4e, la 3e, la 8e, qui sont d'autres aventures voisines, mais très très différentes. Dimanche 1er avril 2012, sous la direction de Karl-Heinz Steffens, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété la 4e symphonie de Bruckner. La 4e symphonie de Bruckner, créée à Vienne en 1881, tient une place singulière dans le catalogue brucknerien. Elle est la seule à porter un titre. Romantique, oui, bien sûr. Je veux dire, c'est presque une tautologie. C'est évident que Bruckner est un musicien romantique, mais on parlait tout à l'heure de son aspect humain et un petit peu ingrat, on va dire. Je pense que dans sa musique se retrouve toute la flamme qu'il n'a pas pu exprimer dans la vie partagé avec d'autres personnes, dans la société des musiciens qui se moquaient de lui, qui n'étaient pas tellement ouvertes à sa personnalité atypique. Dans ces symphonies, on a la passion, on a l'exubérance, on a la grandeur, on a l'élévation, on a une recherche de spiritualité, on a 1000 choses à découvrir qui ne transparaissaient pas de sa personne humaine.
l'impression d'entrer dans un univers exceptionnel qui est celui de Bruckner, que le public suit. Il est même très présent pour ses concerts. Nous faisons que commencer d'ailleurs, puisque c'était les 2 premiers concerts Bruckner, mais 2 orchestres très différents, tous les 2 de grande qualité. La Tonale d'abord avec Zinman, et puis ce soir l'orchestre de Monaco, donc de Monte-Carlo. Et je crois que le public est probablement en grande partie le même. Je ne peux pas le savoir précisément, mais en tous les cas, on voit qu'il adhère complètement à cette musique qui est d'une traite, puisque les symphonies sont tellement longues, entre 1h10 et 1h20, qu'il n'y a que cette œuvre-là et que le public s'immerge complètement. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Et c'était un peu la même chose aussi avec le triple récital de piano à Garnier, qui était beaucoup plus surprenant, puisque là, j'avais bien dit au public qu'il s'agissait des compositeurs qui aujourd'hui écrivent pour le piano. Ceci dit, on avait commencé avec Bartók, qui n'est pas vraiment contemporain. Mais là, nous avons eu un public surpris et en même temps totalement attentif et avec une très belle réception à la fin, puisqu'il y a eu de nombreux applaudissements. Donc je crois que tout ça, c'est une leçon, c'est de voir que le public est toujours à l'écoute. Si on propose une grande qualité, pour moi, la qualité, c'est fondamental. Donc, tous les projets, à partir du moment où ils sont cohérents et à partir du moment où les artistes sont sans aucun doute les meilleurs, on arrive à convaincre. S'ils jouent tout aussi bien Bach, Beethoven et Liszt, c'est pourtant dans le répertoire contemporain qu'ils excellent. Les pianistes Stéphanos Tomopoulos, Jan Michiels, Willem Lachumia ont animé de leur talent la nuit du nouveau piano. C'est ça qui est fabuleux avec cet instrument, c'est-à-dire qu'il balade avec lui toute une mythologie, la mythologie du virtuose évidemment, la mythologie du grand interprète du 19e siècle, du romantisme aussi, toute une sociologie de l'instrument bourgeois, de la jeune fille qui apprend la musique par le piano. Toute cette histoire existe encore au XXe siècle. Alors chez les compositeurs, on voit ceux qui vont suivre complètement la voie romantique ou post-romantique, et puis ceux qui vont essayer justement par rejet quelque part, de jouer, de travailler avec cette image et cette mythologie. Et alors là, je dirais que ce qui caractérise vraiment le XXe siècle, c'est la fabrique même de l'instrument, l'organologie si vous voulez. Le piano, c'est un instrument à percussion, voilà, qui martèle, qui a des marteaux, et cette percussion produit une résonance. On va avoir ces 2 grandes directions au XXe siècle, des compositeurs, des créateurs qui cherchent à travailler sur le marteau, sur l'aspect percussif, motorique, qui va aller avec le son nouveau des villes et de l'urbanisme et de la vie moderne. Et puis d'un autre côté, peut-être les personnes un peu plus calmes, qui vont aller vers la résonance, le piano espace, des sonorités inouïes, travailler à l'intérieur de la table de résonance, on va aller gratter les cordes par exemple. Voilà 2 grandes directions. Est-ce que le piano est toujours un instrument de composition pour les compositeurs d'aujourd'hui? Le piano comme outil, hein. Effectivement, on a tendance à imaginer qu'on a changé de clavier, qu'on est passé du clavier piano au clavier d'ordinateur. Alors je dirais qu'il y a les 2. Moi, je connais beaucoup de compositeurs qui ont les 2 claviers, je veux dire. Ils sont au bureau avec le clavier d'ordinateur parce qu'il y a tous les sons synthétiques et il y a même la gravure de la partition qui se fait par l'ordinateur. Et puis sur le côté droit, il y a le clavier. Et ce clavier, il est soit acoustique ou alors il est branché, les synthétiques, il est directement relié à l'ordinateur et ça permet immédiatement d'enregistrer dans l'ordinateur de manière numérique le travail qui est fait à la table. Vous êtes pianiste, donc vous êtes soliste, concertiste, vous faites de la musique de chambre, de récital. D'où vous est venue, comment vous êtes venue cette passion pour la musique contemporaine? Comme beaucoup de pianistes, j'ai composé quand j'étais petit. Et puis il y a eu un moment, vers l'âge de 18 ans, où j'ai dû choisir finalement, parce que soit intégrer un cursus d'interprète ou de compositeur. Donc du coup j'ai arrêté la composition.
Et pendant mon cursus, on côtoie aussi bien les autres instrumentistes, mais aussi des compositeurs. Donc c'est l'occasion de se faire des amis d'une part, et puis de jouer leurs pièces du coup. Donc c'est venu comme ça. Qu'est-ce que vous répondriez à un mélomane, pas nécessairement très averti, qui vous dirait que la musique est avant tout émotion? Elle n'est pas toujours présente dans la musique contemporaine? Ah ben, plus que tout, au contraire, elle est beaucoup d'émotions, peut-être trop. Après, je dirais qu'il faut se laisser bercer aussi et se laisser surprendre. Je crois que c'est ça qui est important. On a avec le programme de ce soir, donc avec Xenakis, Ligeti et Bartók, des œuvres qui sont à présent entrées au répertoire des pianistes. Voilà. C'est-à-dire, on a dépassé l'expérimental de je cherche dans les cordes, je tapote avec les coudes, etc. On n'en est plus là avec ces compositeurs-là dans l'effet. On est vraiment dans l'écriture, la composition, l'œuvre musicale, le chef-d'œuvre musical. C'est ce qu'on va avoir. Et ces grands compositeurs ont inscrit le piano dans de nouvelles dialectiques, dans un son-espace, si vous voulez, qui fait partie du répertoire.